C'est bon. Ça va être encore... Oui, elle... Bon, bonsoir à tous pour notre deuxième réunion Digi4U, rencontre Digi4U. Désolée, je n'ai absolument rien préparé de présentation. Mais voilà, pour les raisons que vous connaissez, nous ne sommes pas nombreux dans la pièce, histoire de ne pas partager trop de miasmes. Mais par contre, de ce que j'ai compris, vous êtes très nombreux là. Je crois que j'ai répertorié entre les bénévoles du centre, les ostéopathes, les professionnels qui n'ont pas pu se déplacer. Je crois qu'on a plus de 40 personnes qui nous regardent. Okay. Donc, ne dites pas trop de bêtises. On a 40 personnes qui nous écoutent ce soir. J'aurais préféré ne pas le savoir. Voilà, on a Alice. Est-ce que alors, tu peux nous servir de test, Alice? Tu nous entends bien? Si tu peux dire. Est-ce oui, que tu captes bien? Super, génial. Donc, si tu entends bien, je pense que tout le monde entend bien. C'est top. Je pense aussi. Il faudrait pas les installer toujours sur une chaise pour qu'ils vous voient tous là. Parce que là, ils vous voient de dos. Si tu non, moi je vais m'asseoir dans 2 secondes et c'est Émilie qui compte. Je leur parle à eux. Non. Ils sont plus nombreux là-bas. Un tiers, 2 tiers. Donc voilà, le but de ces rencontres est clair, c'est déjà de nous présenter en tant que centre, en tant que thérapeute, de montrer l'équipe que nous formons dédiée aux soins des femmes et des enfants. Ce soir, nos homéopathes vont parler de la pratique. Et voilà, et à chaque rencontre, l'occasion d'amener, d'enrichir avec d'autres professions, d'autres façons de pratiquer. Et ce qu'on espère, c'est que les personnes extérieures au centre qui participent puissent un jour se présenter et eux-mêmes amener leur expérience, ce qui permet comme ça de créer une dynamique d'échange intellectuel, d'échange de patients éventuellement. Mais en tout cas, voilà, de faire circuler de l'information, de la connaissance, parce que tout ça enrichit pas seulement nous, ça enrichit, voilà, ça enrichit plein de strates subtiles. Voilà, de faire grandir les choses et faire rayonner cet endroit, que ça devienne un point de connaissance, de rencontre, d'échange, voilà, de richesse en tout cas. Voilà, bonne soirée, Émilie. Merci. Catherine, je pense quand même que la suggestion de Sophie est pas bête. Ouais. Ce serait plus simple si le téléphone est ouais, à mon avis, comme ça évite. Parce que c'est vrai que si alors, il y a sinon le pied là de. Oui. Mais Catherine, elle a dans le cabinet. Oui, en trépied. Elle arrive. Non, mais si on met comme ça, c'est bon. Ça fait comme c'est pour le vidéoprojecteur à la base. Je mets à la place de quelqu'un et c'est parfait quoi. Ça fait comme s'il y avait quelqu'un, il faut reculer un peu. Il faut juste qu'on soit bien ensemble. Je crois qu'ils vont peut-être se péter la gueule. Bien, Catherine. Alors, donc, je m'appelle Émilie Colpart, je suis médecin généraliste et homéopathe depuis quelques années. Donc, je me suis installée il y a 2 mois au centre Régie. Je partage mon bureau avec mon mari. Et en fait, pour ce soir, je voulais. Enfin, le thème, c'est l'homéopathie, médecine d'avenir pour l'interrogation. Et donc, pour illustrer ça, je me suis dit, je vais vous proposer de vous raconter une consultation avec une patiente que j'ai suivie pendant 1 an et demi, pour vous montrer un peu comment se déroule la consultation homéopathique, parce que c'est vrai que la démarche, même si c'est une démarche médicale, elle est un petit peu différente de celle de la médecine générale classique. D'accord ? Et puis à la fin, je vous parlerai du remède que j'ai donné à la patiente. Alors pardon, on débute un peu dans ces réunions interprofessionnelles. Je pensais qu'il n'y aurait pas de rétroprojecteur, donc je vais vous lire mon texte du coup, et je vais vous raconter. Donc, Cathy est une patiente qui a environ 40 ans, qui est venue me voir pour la première fois quand je travaillais au centre Allemagne dans Paris. Elle est comédienne de théâtre.
Elle est en couple, elle a déjà 2 enfants qui ont entre 8 et 10 ans à peu près. Et c'est quelqu'un qui se soigne par homéopathie depuis l'enfance. Mais l'homéopathe étant une denrée qui devient rare, ça faisait plusieurs années qu'elle n'était plus suivie. Et donc, elle vient me voir sans me connaître Alors, les motifs de consultation initiale, c'est des motifs qu'on peut retrouver très souvent en médecine générale. C'est-à-dire qu'elle se plaint de nervosité, perte de mémoire, elle a des douleurs articulaires récidivantes qui peuvent durer plusieurs mois, et elle a repris la cigarette et elle aimerait arrêter. Et donc, en fait, en creusant un tout petit peu, je me rends compte qu'en fait, elle a repris la cigarette suite au décès d'un proche. Mais en fait, elle est en dépression légère, mais elle est quand même en dépression. C'est quand même un motif de consultation fréquent en médecine générale, même si les gens ne viennent pas forcément en se disant dépressif. Voilà, ils ont plein de petits trucs. Je ne suis pas concentrée, je ne dors pas bien, je suis nerveux, j'oublie des choses. Donc, c'était un peu cette présentation-là. Et alors, en homéopathie, on s'intéresse pas tant, on essaie de comprendre le patient. Donc, je l'interroge. C'est une consultation qui va durer entre 45 minutes et 1 heure, la première. Et donc, elle me raconte un peu sa vie. Elle m'explique que ses parents se sont séparés quand elle était petite et qu'elle a été élevée par sa mère et ses grands-parents maternels. Elle ne me parle pas du tout de son père. Et par contre, elle me dit qu'elle ne va pas bien depuis le décès du compagnon de sa mère, qui a contribué à l'aider quand elle était un enfant. Et en fin de compte, ce compagnon de sa mère et sa mère sont séparés depuis plusieurs années. Et ils n'ont même jamais vécu ensemble, mais ce deuil l'a beaucoup affecté. Donc, elle me dit aussi que depuis, donc ça c'est en 2019, l'ex-compagnon de sa mère est mort en 2000, parce que j'ai changé un peu les dates. Du coup, c'est un peu plus dur de suivre. Il est décédé en 2018 et 3 ans auparavant, elle avait déjà eu une année un peu noire avec 4 décès. Ses grands-parents maternels qui l'ont élevée, sa grand-mère paternelle, plus un oncle. Et donc, en 2015, au moment de tous ces décès-là, elle avait repris la cigarette, puis elle avait réussi à arrêter. Et puis, en 2018, il y a le décès de l'ex-compagnon de sa mère, et là, elle se remet à fumer et elle n'arrive plus à arrêter. Et elle me dit de la cigarette un truc qui est étonnant quand même. Elle me dit, c'est par dépendance affective, c'est comme un doudou. C'est très affectif pour moi. Ça me rassure et ça me console. Bon. Tout le monde ne me parle pas comme ça de la cigarette, carrément. Donc après, elle me parle un peu de sa vie de couple. Ça fait de très nombreuses années qu'elle est avec la même personne. Ils ne sont pas mariés, mais voilà, ils ont 2 enfants. Et donc son premier enfant, elle l'a eu en 2007, donc, il a eu une dizaine d'années. Et depuis, elle n'a aucune libido. Donc ils n'ont pratiquement pas de vie sexuelle depuis 12 ans. Et en 2016, donc à peu près au moment de tous ces décès, là, grands-parents, etc., elle a rencontré une femme et elle a débuté une relation extra-conjugale. Et là, la libido, pas de problème. Ça marche très bien et ça la rassure. Son conjoint n'est au courant de rien et elle vit un peu, elle a un peu une double vie, elle en a besoin. Et elle m'explique, en parlant de cette relation, que j'avais l'impression de respirer, d'être un peu prise en charge. J'avais pas mes enfants. C'est sa première expérience homosexuelle et c'est une relation qui dure, mais qui est compliquée. Elle a retrouvé le libido et elle se culpabilise. On n'en parle pas trop. C'est quand même un peu, elle en parle, mais c'est voilà, avec réticence. Donc, je n'insiste pas. Donc, si je prends ses antécédents médicaux, bon, c'est quand même quelqu'un qui est globalement en bonne santé, mais ça fait plusieurs années qu'elle a des douleurs articulaires qui vont, qui viennent. Et qui commence à devenir un peu handicapante, en tout cas, voilà. Même s'il n'y a rien de grave. Mais... Donc, les douleurs articulaires sont apparues à la naissance de son premier enfant, et c'était des gonalgies à gauche. Au départ, c'était une ankylose, et là, maintenant, c'est plutôt des douleurs fulgurantes quand elle s'appuie sur le genou, donc à la montée des escaliers, si elle fait du sport, et puis ça peut durer 2-3 jours, donc ça la gêne. En 2015, donc... c'est au moment des décès des grands-parents. Là, les douleurs articulaires se sont mis à toucher les mains, donc les doigts, essentiellement, les index, et puis les 2 genoux.
Et en 2019, voilà, ça faisait quand même 4 ans qu'elle souffrait de manière très fréquente, très récurrente, à la fois des genoux et des mains. Et elle a fait quand même un bilan rhumatologique. On n'a rien retrouvé de particulier. Il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de maladie auto-immune avérée. Elle fait régulièrement des sinusites. Elle en fait 2 à 3 par an, tous les hivers. Et donc, elle est obligée de prendre des antibiotiques depuis qu'elle a plus d'homéopathe. Donc, elle prend 2 à 3 cures d'antibiotiques par an depuis quelques années. Elle est allergique aux chats, aux chiens, aux acariens. Ça lui donne des crises d'éternuement, de l'eau qui coule. Donc, voilà, c'est un peu banal tout ça. À l'interrogatoire, donc, elle se plaint d'un manque d'attention, d'avoir des maux de tête le matin au réveil, les douleurs articulaires des doigts et du genou, surtout gauche, une constipation et des cycles irréguliers. Elle n'a aucune contraception. Alors, les douleurs articulaires, donc je lui fais préciser un petit peu parce qu'en homéopathie, on en a besoin. Je vous avais dit, douleur aiguë à type de flash à la pluie. Et puis les doigts, en fait, c'est aggravé, très aggravé en hiver au froid. En été, ça va, ça la laisse tranquille, mais dès qu'il commence à faire froid, elle a mal. Et donc là, on est en septembre, donc elle n'a pas encore trop mal, ça va. Ça commence, mais c'est pas le pire moment de l'année. Et c'est aggravé en pliant, si on lui serre la main, etc. Faut pas, si elle serre la main aux gens. À l'examen clinique, c'est quelqu'un de mince. Voilà, elle a un IMC autour de 19, elle est plutôt grande et mince. La tension est normale. Et là, voilà, ça fait partie des choses que je vais vraiment regarder en vidéo. C'est elle est d'apparence douce, soumise. Elle a un peu les épaules voûtées. Elle est assez pudique. On sent que une petite, j'ai vraiment envie de la consoler en fait. C'est ça que ça m'inspire dans la consultation. Et je trouve qu'elle manque vraiment d'assurance, alors que c'est une femme qui a plus de 40 ans, qui a 2 enfants, qui est comédienne de théâtre. C'est pas une présentation quand même. On s'imagine qu'il y a des moments dans sa vie où elle rayonne plus que ça. Parce qu'elle a envie de son métier. Donc, alors, à l'examen, tout ce que je note, c'est qu'elle a la face interne de l'index, des 2 index, qui est rouge et gonflée. Donc, elle a quand même une vraie inflammation des articulations interphalangiennes de l'index, des 2 index. Et les autres articulations font mal au niveau des doigts, mais il n'y a pas d'inflammation visible. Et tout le reste est plutôt sans grande particularité. Et donc, en homéopathie, je vais faire une répertorisation, c'est-à-dire qu'on se sert d'un répertoire de symptômes homéopathiques. On essaie de voir, parmi les symptômes de la personne, qu'est-ce qui paraît un petit peu étrange. Voilà. Donc, c'est vrai que tout le monde n'a pas des douleurs élançantes quand on s'appuie dessus, fulgurantes. Voilà, ça peut être une description du symptôme qui est propre à la personne. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des rhumatismes. Ce n'est pas forcément tous sur ce mode de douleur fulgurante quand j'appuie ou quand on me serre la main. Voilà. Donc, j'ai répertorisé des choses qui me paraissaient parler d'elle. Elle m'avait dit aussi qu'elle avait des lourdeurs au niveau périnéal. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous le montrer, mais dans ma répertorisation, il y a 5 symptômes. Alors, il y a un symptôme qui concerne la tête, douleur frontale en se réveillant. Il y a 139 remèdes homéopathiques qui peuvent, pour lesquels il a été décrit qu'il pouvait y avoir des céphalées frontales le matin au réveil, dans mon répertoire à moi. Au niveau périnéal, lourdeur, pesanteur, c'est un symptôme un peu bateau, mais 84 remèdes. Extrémité, douleur en se refroidissant ou au froid, 76 remèdes. Extrémité, douleur des doigts de l'index, 180 remèdes. Généralité, désir de tabac, puisque 129. Et là, j'ai, on va dire, un assemblage statistique de remèdes homéopathiques qui peuvent avoir cette combinaison-là de symptômes en même temps. D'accord ? Et je vais choisir en fonction du mental. Vous avez Nuxonica, pour ceux qui connaissent un peu, Nuxonica, sulfure, belladonna, rustox, calcarea, phosphorus, calcarea phosphorica, pulsatia. Et moi, je choisis pulsatia parce que quand j'ai vu cette patiente, c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc, j'étais contente de voir que le tableau psychique m'évoquait ce remède et que si je répertorisais un petit peu ces plaintes, eh ben, je retrouvais bien
que Pulsatia pouvait couvrir à la fois ce que moi je considérais comme étant sa problématique mentale et ses problèmes physiques. C'est très important qu'il y ait une harmonie entre les deux. Et donc, je lui donne, à ce moment-là, bon, je lui propose, enfin, je lui dis quand même, hein, je pense que vous êtes déprimé suite à ce deuil, ça vous a fragilisé, est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'un traitement antidépresseur? Donc, évidemment, elle n'en veut pas. Et elle a quand même une dépression qui est modérée, puisqu'elle arrive quand même à travailler. Donc, c'est pas absolument nécessaire, il n'y a pas d'idée suicidaire. Donc, elle n'en veut pas, et je lui donne donc uniquement 3 doses de Pulsatia, 7 CH, 9 CH, 15 CH sur 3 semaines, et un petit peu de vitamine D quand même. Et elle revient 2 mois plus tard. Et 2 mois plus tard, elle a arrêté de fumer, déjà. Elle a pris ses 3 doses. Et en novembre, pourtant en novembre, hein, c'est pas le moment où on est plus à fond psychologiquement, bah, elle revient, ça va un petit peu mieux, elle n'est pas encore, c'est pas encore super, mais elle a quand même arrêté de fumer entre-temps. Elle me dit que les maux de tête le matin se sont atténués et qu'elle a moins mal aux index. C'est encore là, mais c'est moins fort. Et le jour de la première prise de Pulsatia, elle avait un rhume qui venait de commencer et le rhume a été coupé net. Et ce sont ses mots. Et elle me dit, voilà, pendant ces 2 mois, bah, j'ai beaucoup pleuré, j'ai repensé à tous les décès de la famille là, qui est de 2015, mes grands-parents, j'ai repleuré pour chacun d'entre eux, du plus ancien au plus récent. Et là, je revis le deuil de l'ex-compagnon de ma mère, et c'est dur, ça ne passe pas, et elle pleure en consultation. Elle pleurait déjà, elle avait déjà pleuré à la première consultation. Et elle me dit, je ressens comme un étêtement, c'est un néologisme. Il n'y a plus personne au-dessus de moi, je sens un vide. Il était très engagé politiquement, et non seulement il n'est plus là, mais en plus, il n'y a plus d'espoir. C'est très vide et très dangereux. Maintenant, j'ai peur de perdre ma mère, et j'en ai pleuré. Avant de perdre tous ces... Elle n'arrive pas à dire le mot, j'ai été plus forte. Donc, je l'interroge un petit peu quand même pour voir, parce que j'ai l'impression que ça va mieux, mais je vais en être sûre. Donc, je l'interroge un peu et je dis, bah alors, votre compagnon, elle m'avait toujours dit beaucoup de bien de lui, mais en même temps, ils n'avaient aucun rapport sexuel. Et là, elle me dit, ben, il est très stressé par les enfants, il se met dans sa bulle. Donc, je note qu'elle se permet de le critiquer un petit peu. Alors, pour la première consultation, pas du tout. Hein. Elle disait, c'est ma faute, ma très grande faute. Voilà, je n'ai pas de photos, il est génial, mais bon. Et là, je commence un peu à dire, bah, oui, bon, il s'énerve, c'est pas facile avec les enfants. Bon, je lui dis, ah tiens, bah, c'est pas que votre faute, donc quoi, un petit peu, hein, dire. Et elle me dit, oui, j'arrive plus à dire que c'est pas que moi qui ai un problème. Et là, elle me dit spontanément, ben, j'ai pu dire au metteur en scène avec qui je travaille que là, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça comme ça. Je me sens assez forte. Il y a des choses qui ne vont pas pour toi, donc là, elle parle d'elle. J'essaie de les regarder en face. Donc là, je me dis, bon, elle reprend un peu de poil de la bête quand même. On parle un tout petit peu de son amie et elle me dit, bon, ça, à l'heure actuelle, je pense c'est une relation qui dure. Hein, donc, elle me dit, je pense qu'il y avait beaucoup de culpabilité de sa part. Donc elle me dit, j'ai moins de dépendance, je me dis, t'as pas besoin d'elle à ce point-là. Sans elle, la vie était possible, ça m'a soulagée. J'arrive à envisager que je pourrais être sans elle. Et donc, je redonne Pulsatia à 30 CH une dose et une ampoule de vitamine D, et je lui dis de revenir dans 2 mois. Et donc, en février 2020, c'est la 3e consultation, et là, l'ambiance a changé. En fait, normalement, c'était sa mère qui avait rendez-vous, et sa mère vient en province, et sa mère ne pouvait pas venir, parce que c'était février, c'était déjà un peu compliqué. Il n'était pas encore confiné, mais voilà. Et donc, pour pas que la consultation passe à l'as, elle est venue à la place de sa mère. Et l'ambiance a changé. C'est-à-dire que je trouve que c'est plus la même femme. Déjà, elle arrive, je remarque qu'elle est bien habillée, alors que les fois précédentes, franchement, je suis incapable de dire comment elle était, mais ça ne m'a pas du tout marqué. Alors que là, je me dis, oh, mais tiens, c'est original, elle porte un manteau, je me souviens, ça m'avait frappé. Elle est habillée, élégante, originale, et elle se tient plus droite sur la chaise, elle me regarde dans les yeux, elle est plus assurée. Et donc, elle a pris 2 doses. Elle a pris une dose début novembre et elle a pris une dose début janvier, toute seule. Donc, je lui avais dit, si besoin, au besoin, vous m'appelez, mais voilà, elle a pris l'initiative, elle a pris d'elle-même. Elle a pris 2 kilos. Elle a moins mal aux articulations. Elle m'a dit, j'attendais l'hiver pour voir si ça allait marcher. Et elle me dit, voilà, ça va. Je garde une sensibilité si quelqu'un me serre fort la main. Il n'y a plus d'inflammation notable dans les index, on ne voit plus rien. C'est plus rouge, c'est plus gonflé. Et le genou gauche est moins douloureux. Donc là, je lui dis, ah bon, ça fait encore mal quand même. Et là, elle me dit, ah oui, en fait, je lui dis, bah, quand est-ce que ça fait mal?
Elle me dit, en fait, c'est quand je fais du kung fu, alors si je me mets dans cette position-là, en faisant ça, en rotation machin, avec tout le poids du corps, là, j'ai d'accord. Là, je considère que globalement, il y a du mieux, quoi. Elle peut monter les escaliers. Elle n'est plus constipée, elle va à la selle tous les jours et elle a des crises d'allergie qui sont revenues, donc rhinite éternuée. Et j'ai oublié de demander pour les règles, donc je ne sais pas du tout si les règles si les règles sont à nouveau régulières, je ne sais pas. Émotionnellement, ça m'a aidé à prendre de la distance. Les choses restent pas simples forcément. J'ai les larmes aux yeux très facilement, c'est un peu gênant parfois. Mais là, elle pleure pas, quoi. Donc, les précédentes, elle a pleuré. Là, elle me dit oui, j'ai facilement les larmes aux yeux, mais elle pleure pas pendant la consulte. Elle me parle de sa sœur. Je ne savais absolument pas qu'elle avait une sœur. C'est la fille de son père, donc elle ne m'a non plus jamais parlé. Et d'une autre femme. Donc elle me dit, je ne l'avais pas vue depuis longtemps, c'était chouette, on a parlé de notre famille, de notre enfance. C'est un peu comme si quelque chose venait se régler. Dès que je pense à ma sœur, je vais me mettre à pleurer et je m'inquiète pour elle. Les choses se rentraient plus, mais maintenant je les sors. Elle dit qu'elle pourrait pleurer, mais elle n'en fait rien. Elle n'a pas les larmes aux yeux et je ne la sens pas si à fleur de peau qu'elle le dit. Elle a repris une dose début janvier, ça a quand même dû faire son effet. Ça, c'est ma réflexion. Cet hiver, avec tous ces gens malades autour de moi, hein, Covid, machin, je me sens puissante. Je sens une puissance. Parce qu'elle n'est pas tombée malade, elle n'a eu aucune sinusite cet hiver-là. Je suis moins fatiguée, je dors mieux, je me remets plus facilement. Et je prescris une dose en 200 cas au besoin. Voilà. Et après, ma conclusion, c'est de dire, bah voilà, cette femme, elle avait un épisode dépressif léger, suite de deuil, qui s'est rétabli en 5 mois avec un sevrage tabagique spontané, une diminution des douleurs chroniques, même si ce n'est pas totalement réglé, et rétablissement d'un système immunitaire efficace. Avec le moyen qui a été utilisé, c'est 3 consultations de 30 à 45 minutes sur 5 mois, 5 doses de Pulsatia à 2 € la dose, et 2 ampoules de vitamine D. Donc ça fait que le coût total, c'est 15 € de médicaments et 100 € de consultation. Donc, je considère que l'homéopathie est une médecine d'avenir. Voilà. Assez coûteuse, écologique et quand même efficace. Après, bon, je ne vous raconte pas la suite parce qu'évidemment, l'homéopathie, ce n'est pas miraculeux, bon, mais ça aide finalement les gens à retrouver un certain équilibre. Mais comme la vie est joueuse, bah, on passe notre temps à se redéséquilibrer dans un sens ou dans un autre. Donc évidemment que ce n'est pas forcément durable. Mais voilà, je pense que ça l'a aidé à digérer tous ces deuils. Après, elle est revenue pour autre chose, j'ai donné autre chose, puis finalement, elle est revenue, je sais que j'ai redonné du Pulsatia à un moment donné. Et donc, je me disais que j'allais vous parler un petit peu de Pulsatia, et même, dommage pour ceux qui sont dans la boîte, mais j'ai même poussé le vice jusqu'à acheter un petit tube de Pulsatia en me disant, bah, pour ceux qui veulent en prendre un granule pour voir, ils peuvent. Parce que c'est un médicament l'homéopathie sont des médicaments vibratoires, donc c'est aussi émotionnel. Et donc, je me disais que j'allais vous faire passer, merci Jean-Marie d'avoir un message et vous disais, je pense que quand c'est très très fortement dynamisé, en 10 000 cas par exemple, c'est des 9 CH, c'est très peu fort, mais 10 000 cas c'est quand même assez fort. Je pense qu'on peut quand même, si on est sensible aux médicaments, volontiers sentir l'énergie qu'il y a dedans. Voilà. Si vous voulez, je vous donne les tubes. Et puis, voilà. Ceux qui sont jeunes, ils peuvent prendre un granule de tube bleu, là, c'est comme dans Matrix. Ceux qui veulent essayer, prennent la petite pilule bleue. Et en attendant, alors là, voilà. Et je vais vous parler de Pulsatia en expliquant rapidement pourquoi l'homéopathie s'appelle l'homéopathie. C'est parce que voilà comment ça se passe pour savoir comment on sait qu'on doit donner quel remède à qui. En fait, on utilise donc, des éléments de la nature, hein, soit animal, minéral ou végétal. On les dilue dans l'eau et dans l'alcool, et après, avec une machine à secouer, on donne sans succution, puis on dilue, on prend une goutte, on remet dans un flacon avec 100 gouttes d'eau, on resecoue 100 fois, puis on redilue, on prend une goutte, etc., jusqu'à obtenir, voilà. Et on peut faire ça à l'infini, j'ai envie de dire. Et plus on va diluer, plus on aura secoué, plus la force vibratoire du médicament va devenir nette et intense. Et va être, plus le médicament va être fort, entre guillemets. Donc plus c'est dilué en homéopathie, plus ça a été secoué, plus c'est potentiellement intense comme traitement. Et comment est-ce qu'on sait
à qui donner quoi? Et ben, Hahnemann, qui est un médecin allemand qui a découvert ce principe de la préparation du médicament homéopathique, et ben, il faisait tester à sa famille et à lui-même. Donc, il fabriquait le médicament là, en diluant, en secouant. À l'époque, on secouait la main. Hein. Il y avait des secoueurs plus ou moins énergiques. Les remèdes étaient plus ou moins forts selon que c'était un secoueur bien dynamique ou un peu plus mou. Et donc, il donnait le médicament à ses proches. Et puis, pendant plusieurs semaines, il observait quels étaient les symptômes physiques et mentaux qui apparaissaient chez lui et dans sa famille. Et si un médicament était capable de générer une sinusite avec un écoulement jaune ou vert et, je ne sais pas moi, une diarrhée sanglante, et ben, on savait qu'il était aussi capable de guérir ces symptômes-là chez quelqu'un qui les avait. Donc, homéopathie, c'est un peu comme homéo. On aurait pu l'appeler homéopathie, c'est on va soigner une diarrhée sanglante avec un médicament qui est capable de donner une diarrhée sanglante à quelqu'un qui va bien si on le lui donne. Donc, c'est loin d'être du placebo. Hein. Si vous prenez des médicaments homéopathiques de façon répétée, vous allez développer des symptômes en rapport avec la vibration du médicament en fonction de vous-même, bien sûr. Donc là, j'avais fait pour des étudiants un PowerPoint à propos de Pulsatilla nigricans et j'avais mis Hahnemann en tête parce que je me suis toujours demandé si cette actrice, Pulsatilla, c'est l'Hahnemann pulsatile. Et je pense c'est une actrice qui se soignait par homéo et je me suis demandé si c'était pas un petit clin d'œil à son remède de fond. Pas. Parce que quand même, elle avait quand même des rôles un peu comme ça. Et donc, ça ressemble à ça. L'Hahnemann, pulsatile, elle est plutôt un peu violacée comme ça. Et d'ailleurs, c'est une grande polarité veineuse. Bon, là, c'est vrai, elles sont un peu différentes. Mais voilà. Alors, avec les MAC, c'est toujours un peu compliqué. Je ne sais pas de nombre avec les notes. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, c'est une fleur fragile qui pousse en moyenne montagne. Et il lui faut un environnement stable, ni trop chaud, ni trop froid, pas trop de vent, pas trop de pluie. Voilà. C'est une fleur un peu fragile qui aime l'humidité modérée, la douce brise. Voilà. Et elle a des fleurs violettes en cloche, très sensibles au milieu extérieur. Voilà. Et donc, les gens qui vont avoir besoin de cette famille des renonculacées, c'est la famille des renoncules, ils se sentent facilement adifs, ils sont hyper réactifs, hyper sensibles. Voilà. Alors, je vais le remettre parce que... Donc, c'est un remède qu'on donne facilement aux femmes et aux enfants. C'est un remède qui est très, 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 très utilisé en pédiatrie. Ça peut être, on peut se déséquilibrer de façon pulsatilla après un divorce, une séparation, un deuil, un accouchement. C'est un remède de suite de séparation souvent. Suite de jalousie, la naissance du petit frère, de la petite sœur. C'est des patients qui sont souvent très affectueux, tactiles, ils aiment les câlins, ils sont un peu dépendants de leur entourage proche. Voilà. S'ils doivent choisir entre être eux-mêmes et pas déplaire, et ben, ils vont peut-être choisir de ne pas déplaire. Il y a un petit peu de difficulté à prendre son envol parce que pour rester en lien justement avec papa, maman, le conjoint, les enfants, ils peuvent être un peu timides, ils sont améliorés par la consolation, ils peuvent avoir peur du noir, de la solitude. Et alors chez elle était plutôt, ma patiente, elle était plutôt aggravée au froid, mais souvent c'est un remède qui est aggravé à la chaleur du soleil, par exemple. Par les aliments gras, le soir, à la puberté, pendant la grossesse. Et c'est souvent des patients améliorés en plein air, un peu comme les enfants en fait, c'est un remède d'enfant vraiment. Ils sont mieux quand ils sont au parc à se dépenser. C'est un grand remède gynécologique, parce que il peut y avoir des tableaux. Alors souvent les symptômes sont très variables. C'est jamais pareil d'un jour à l'autre. Ça peut être les écoulements sont souvent jaunes, verts, épais, non irritants. Ils peuvent être frileux, mais ils détestent avoir chaud. Ils aiment les sucreries, les douceurs, les crèmes glacées, comme les enfants. Ils peuvent dormir sur le ventre, ou bien les mains autour de la tête. Au niveau veineux, il peut y avoir souvent des problèmes veineux. Des engorgements, des lourdeurs dans les jambes, des varices.
ou bien même à la tête, les céphalées après le repas, voilà, congestion localisée, veineuse. La fièvre, quand on a besoin de pulsatilla pendant une fièvre, il y a une... bon, ça, c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais voilà. Il y a un tableau particulier. Il y a une frilosité générale, mais avec des sensations de froid à certains endroits et de chaleur à d'autres. Donc, il peut y avoir froid dans les mains, puis chaud dans les pieds, ou chaud à la tête, mais froid au niveau du thorax, des choses comme ça. Il peut y avoir des frissons s'ils se découvrent. Ils sont aggravés le soir, parce que le soir, c'est la séparation. Hein. Ils n'ont pas soif. Ils ont besoin que la fenêtre soit ouverte, d'avoir de l'air frais, pas qu'il fasse trop chaud. Ils ont volontiers des sueurs. Voilà. Donc, c'est un remède d'insuffisance hépatique, avec la langue chargée, d'intolérance aux graisses, ils digèrent mal, comme les enfants qui ont encore un tube digestif un petit peu immature. Ils digèrent lentement, il peut y avoir des stèles, voilà. C'est compliqué de digérer. Il y a beaucoup de symptômes articulaires, comme chez la patiente. Qui peuvent être, voilà, ça change de place. Ils sont souvent aggravés au moment des changements hormonaux, grossesse, pilule, ménopause, suppression des règles. Voilà. Et donc les indications cliniques, même si c'est pas comme ça qu'on raisonne en homéopathie uniciste, hein, on raisonne pas sur les pathologies, hein, on raisonne sur un ensemble de symptômes. Mais on va dire que les pathologies qu'on peut retrouver fréquemment chez des patients qui ont besoin de pulsatilla, ça va être des rhinopharyngites, des otites, des sinusites à répétition. Ça peut être un remède suite d'oreillon, même si on n'en voit plus, des fièvres sans soif, des bronchites, des problèmes de digestion des produits gras, des varices, et puis des syndromes prémenstruels, voilà, des pubertés tardives, et ça peut être une aide au régime pour les gens qui sont très dépendants des produits sucrés gras, régressifs. Voilà. Et j'avais, je vous montre quand même, voilà. Voilà, en gros, c'était. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. La parole. D'accord. Merci, Lily. Voilà. À moins qu'il y ait des questions, évidemment. Je vais d'abord reprendre ce qu'a dit Lily, comme quoi le remède homéopathique n'est pas miraculeux. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. C'est absolument miraculeux. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'en parlerai, mais moi, j'ai été étonné dans ma approche homéopathique où je tout fais tout seul. Je n'ai jamais été à des écoles et quoi que ce soit. Et donc, j'avais un répertoire homéopathique et un jour m'arrive un vieux monsieur qui avait 75 ans et qui était complètement plié en deux, envoyé par sa fille que je suivais, par ses petits-enfants que je suivais. Et ce vieux monsieur qui jardinait, ne pouvait plus jardiner évidemment parce qu'il avait une spondylarthrite ankylosante et que déjà, c'est un gros mot pour moi parce que j'ai commencé la médecine, enfin, je commençais à consulter et en même temps, je faisais de l'homéopathie. Et donc, je vois ce monsieur qui vient et je commence à l'interroger. À l'époque, beaucoup moins bien que maintenant, mais à l'époque déjà. Et je trouve un symptôme fabuleux, c'est que soit il a des diarrhées, soit il a des rhumatismes. Et donc, je ne sais absolument pas quoi faire de ce symptôme. Et donc, je vais dans un vieux répertoire de cannes que j'ai toujours, et je trouve alternance, rhumatisme, diarrhée. 2 remèdes. Je ne sais pas lequel prendre, j'en prends un, je lui donne. C'était le miracle. Il s'est relevé. Tous les gens dans son village ont dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et après, j'ai suivi, donc c'était Brionia comme remède. Et Brionia a été son remède pendant toute sa vie et encore 20 ans. Enfin, il est mort très, très vieux. Et j'ai mangé des fraises au vin chez lui fort longtemps. Et j'ai dormi chez ses petits-enfants il y a encore peu de temps, donc quelqu'un, je suis toute la famille, voilà. Et donc c'est miraculeux parce que je ne sais absolument pas ce que je donnais à ce monsieur, je n'avais aucune idée de ce que je faisais, et tout le monde a trouvé que c'était miraculeux, et moi je dis, waouh, ça a l'air vachement bien, l'homéopathie quand même, ça serait intéressant de pousser un peu le bouchon. Voilà, donc du coup, je vais pousser un peu le bouchon, et je ne vous parlerai absolument pas d'homéopathie aujourd'hui, je vais vous parler bien d'autre chose, parce que voilà, et donc l'idée c'était de se dire pourquoi me présenter comme homéopathe.
puisque je fais quelques autres approches thérapeutiques. Et donc, je savais que Émilie avait parlé de pulsatilla, que j'ai fait de la médecine anthroposophique. Je vous racontais l'histoire de Steiner, où en fait, donc Rudolf Steiner, le philosophe et qui a donné l'anthroposophie, enfin, qui a apporté l'anthroposophie au monde, a été abordé par des médecins homéopathes allemands. C'était en 1920. Et les médecins homéopathes allemands n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, en fait, un peu comme moi quand je faisais l'embryonnaire. Et ils se disaient, mais pourquoi, et justement, ils ont parlé de pulsatilla, pourquoi pulsatilla, il donne ces humeurs, ce sentiment d'abandon, pourquoi ce sentiment de cette hyper-émotivité de pulsatilla, cette envie de plénitude de pulsatilla, ce sentiment d'abandon de pulsatilla, cette recherche permanente de l'autre pour se complaire dans quelque chose et retrouver une identité, et en même temps des diarrhées, enfin ce que tu disais, des pertes gynécologiques, entre guillemets, blablabla, non irritantes, puisque c'est quand même des symptômes physiques de tous les écoulements du nez, des yeux, des diarrhées, des gynécos, de tout ce que vous voulez. Hop, on met tout ça au truc non irritant. OK, déjà un symptôme. Et donc les homéopathes ne comprenaient pas ça. Et Steiner a dit, mais il a dit, donc il a été quand même stimulé par nombreuses fois par les homéopathes allemands, et il a dit, OK, je vais vous parler de la médecine, je vais vous parler de la santé. Et je vais commencer par vous dire, avant de vouloir soigner des gens, avant de vouloir soigner des maladies, il va falloir comprendre ce qu'est la santé. Et donc, il a développé la médecine anthroposophique en expliquant ce qu'était pour lui la santé. Donc, une santé qui est assez, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend dans nos facultés de médecine, puisqu'on parle de plein de choses en anthroposophie, donc je ne vais pas vous en parler non plus d'ailleurs, mais on va parler de la tripartition du corps humain. La tripartition, c'est le système nerveux, rythmique et le système métabolique, donc ça fait 3. Ensuite, la quadripartition, ça va être le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps spirituel, ça fait 4. Bon, et ça, c'est la médecine anthroposophique. On ne va pas parler de ça, on va parler d'une chose tout à fait anodine et stupide. Et ici, il y a la moitié des gens qui vont être concernés par le problème dont je vous parlais. À peu près la moitié des gens, voire un peu plus, parce qu'il y a pas beaucoup d'hommes. Et c'est un problème qui concerne beaucoup plus les femmes. Donc, c'est relativement à peu près une femme sur 2. Et puis, au niveau de la population, c'est à peu près une personne sur 3. Donc ici, je pense que ce sujet dont je vais vous parler est simple. Et, je vais l'aborder par différents moyens, mais c'est la constipation. Qu'est-ce que la constipation et comment ce symptôme qui est complètement ridicule, que tout le monde s'en fout totalement, et en fait le processus de rentrer dans les maladies les plus graves que vous pouvez avoir, ou que vous pouvez avoir, non vous, mais qu'en tout cas vos patients pourront avoir. Voilà, et donc en fait c'était un petit peu de se dire, moi ce que je voulais vous présenter c'était comme qu'est-ce que la santé, mais pas sur le mode anthroposophique, c'est un peu moins la santé sur un mode physiologique, biologique, anatomique, immunitaire, et puis comment finalement une petite chose comme ça fait que hop, une petite chose comme ça va faire qu'on va tomber en maladie, voire en maladie très grave, voire en morbidité, voire voilà. Donc vous avez un schéma ici qui est absolument imbitable et totalement complexe. Et je vais essayer de vous le faire simple, de vous faire le résumé surtout. Moi, j'ai fait un papier de 13 pages sur ce que je suis en train de vous raconter. Et je ne vais pas vous raconter tout parce que je n'ai pas tout dans la tête. Mais je vais vous raconter très simplement. Alors, on va commencer par la digestion. C'est-à-dire, en fait, ici, il y a des gens qui s'occupent des aliments. Donc, on va manger des protéines, on va manger des glucides, on va manger des lipides, on mange des champignons, on mange des virus, on mange des bactéries. D'accord? Donc, le processus physiologique le plus adapté à notre organisme pour digérer tout ça est composé de 6 organes principaux et 6 organes annexes. Donc, vous avez ici les organes principaux qui sont la bouche avec le palais, la langue, les dents, qui comporteront la digestion mécanique.
Ensuite, vous avez ici la digestion enzymatique qui est faite avec les glandes salivaires qui sont ici. Le pancréas et le pancréas, c'est l'estomac. OK. Ensuite, donc ça, c'est la première digestion. Donc, ces protéines vont être prédigérées par la mastication, prédigérées par les enzymes salivaires, vont arriver dans l'estomac. Ces aliments vont arriver. Donc, je vous fais tout ça comme ça. Hein. Je ne vais pas vous prendre chaque truc. Ces aliments vont immédiatement. Alors, il faut savoir que, par exemple, quand vous avez un aliment devant vous, vous commencez à mettre un processus neuro-endocrinien. Le système nerveux central est déjà stimulé par la vision de l'aliment, le babaorum, ok. Ensuite, l'odeur, l'olfaction va stimuler encore le cerveau. Et ensuite, vous allez commencer à le mettre dans la bouche. Hein, c'est un peu comme les œnologues qui simplement, comme ça, ils crachent le vin et ils n'arrêtent pas dans l'estomac. Quel dommage. Mais voilà. Donc, tout le processus de digestion, tout le processus de reconnaissance et tout ça est déjà mis en route. Simplement de voir un babaorum, hein, on sait qu'on salive à la vue des aliments. Donc, ça veut dire que déjà, tout est mis en route pour digérer. C'est-à-dire que dès que vous voyez un babaorum, tout le système digestif est déjà au taquet pour digérer le babaorum. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est donc ces digestions, donc mécanique, si on le prend dans la bouche, on va le mâcher. Et ensuite, ça arrive, donc déjà, le pancréas, le foie, l'estomac ont déjà mis en route tous des processus de stimulation hormonale pour que ça se digère bien. On va bien digérer. Donc, voilà. Donc, vous avez par exemple, le pancréas alors, c'est plutôt ici, quand vous avez ça, vous avez le neurohormonal. Donc, immédiatement, si vous avez assez de neurohormonal, vous avez la secrétine qui va stimuler les enzymes pancréatiques, qui va stimuler le bicarbonate. Vous avez, bon, tout ça, si vous voulez, je vais vous l'expliquer, si vous voulez, petit à petit. Ensuite, un cholécystokinin qui va stimuler l'insuline, qui va diminuer l'HCl. Et en fait, selon ce que vous allez manger, vous allez avoir une augmentation de la digestion des lipases, des lipides, des glucides, des protéines. Et selon ce qu'il y a dans votre assiette, et ben tout ce système qui est hyper complexe, parce que là, je vous ai mis ça, mais on va avoir 4 pages d'enzymes, voilà, c'est colossal. Et donc, on est toujours en train de chercher la nouvelle molécule qui stimule, la petite molécule qui stimule la petite sécrétion de. Voilà, donc on est loin de tout connaître encore. Donc, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on connaît. Donc, dès que vous commencez à manger, processus neuro-hormonal, visuel, gustatif, visuel, olfactif et tout ça, et donc tout se met en place pour le mieux digérer possible. Alors, des peptides, vous allez manger des protéines. Les protéines vont être composées principalement par l'estomac, qui est ici en peptides, grâce à la pepsine. Et de ces peptides, après, vous en transformerez en acides aminés qui, eux, seront absorbés au niveau de l'intestin grêle. Ensuite, vous avez des lipides qui vont être transformés par d'abord, vous avez déjà je ne montre pas ici. Hop. Ça, vous avez ici le pancréas qui va sécréter des lipases, des colipases. Vous avez ici le foie qui va sécréter les sels biliaires. Donc, les lipides qui sont arrivés là vont arriver au niveau de l'intestin grêle, vont être digérés par la chasse biliaire, vont être digérés par les lipases pancréatiques. Ça va donner des monoglycérides et vont être absorbés. Ensuite, vous avez des glucides qui vont arriver là, vont être, eux, digérés par le pancréas, car le pancréas a une fonction d'amylase, mais il y a déjà aussi dans la bouche des glandes salivaires qui sécrètent des amylases, et ainsi que des maltases. Donc, les glucides sont déjà dégradés, arrivent dans l'estomac, et ensuite vont être dégradés par le pancréas. Et ici, on va arriver à du glucose, du galactose. Voilà. Donc, en fait, les glucides, tous les glucides, les maltose, saccharose, fructose, tout ce que vous voulez, glucides, vont donner glucose et galactose. Tous les protéines, viande, œufs, fromage et tout ce que vous voulez vont donner des acides aminés. Tous les lipides, acides gras, la viennoiserie, l'huile d'olive et compagnie, va donner un monoglycéride. Point barre, c'est l'idée. D'accord? Donc, on passe d'un polymère, ce qu'on appelle des polymères, à un monomère. C'est-à-dire qu'il va pouvoir être absorbé. Donc, on passe d'un aliment à un nutriment. Voilà, voilà. Il faut savoir que manger sert à une seule chose, un seul but dans notre vie, c'est fabriquer de l'énergie. C'est-à-dire, si on ne mange pas, on n'a pas d'énergie. Quelle est l'énergie que ça fabrique? C'est ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate.
Donc, c'est une enzyme, une molécule mitochondriale qui est formée par la mitochondrie, qui va donner l'énergie cellulaire, qui va permettre aux cellules de pouvoir s'activer et qui va donc faire que les cellules vivent et tout ça. Si vous ne donnez pas à manger, vous n'avez pas d'ATP, la cellule meurt et vous mourrez. Enfin, on peut mourir plus tôt aussi. Enfin, sans rêver, on peut mourir plus tôt. Mais bon, c'est une idée. Alors, donc, tout arrive à l'intestin grêle, et au niveau de l'intestin grêle, tout va passer par deux chemins. Vous avez les lipides, donc on a dit les monoglycérides, vont passer dans le système lymphatique, aller dans le tissu adipeux, le tissu musculaire, et après, va être transformé dans le tissu adipeux, dans le tissu musculaire, pour revenir en glucogène dans le foie et faire du glucose. Okay. Et puis, les glucides, donc, qui sont venus du glucose et lactose, et les protéines qui sont venus des acides aminés vont directement aller dans le foie pour aller permettre au niveau du foie de faire ce que Steiner disait, l'humanisation des protéines. C'est-à-dire que ces protéines de viande, ces protéines d'œufs, ces protéines de trucs, ben nous, il va falloir qu'on fasse des protéines humaines. Donc, il va falloir que le foie bosse. Donc, c'est la petite usine qui fait qu'il prend des acides aminés de droite à gauche et lui, il fait des protéines humaines. Donc, c'est l'humanisation des protéines. Et puis, vous avez le glucose, lui, il va être stocké à droite, à gauche. Dans le foie, il est stocké. Et puis, dès qu'on a besoin de glucose, il va y avoir libération de glucose. Il faut savoir que le glucose, c'est aussi de l'énergie cellulaire. Si vous avez une cellule qui fonctionne, si vous êtes en train de bosser comme moi dans la tête actuellement, vous consommez du glucose. Il faut que le glucose, j'en ai 80% qui sont montés dans la tête pour pouvoir vous faire la conférence. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis après, quand vous dormez, ça se calme. Donc voilà, donc des aliments, une digestion, vous avez des acides aminés, du glucose et des monoglycérides. Qu'est-ce que ça veut dire de plus? Donc, si tout se passe bien, on est content, on a notre énergie, on a notre forme vitale, de ce qu'on appelle l'énergie vitale, on a tout ça. Et puis, l'idée, c'est de se dire, mais donc, je ne vais pas vous parler de tous les acides chlorhydriques et tout ça, c'est un intérêt fondamental, mais ce n'est pas non plus ici matière pour. Par contre, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe en fait si ça ne fonctionne pas bien. Parce que vous avez compris qu'il y a des systèmes neuro-hormonaux, il y a des systèmes acides chlorhydriques. Alors, par exemple, si vous voulez, une chose assez amusante, c'est qu'actuellement, ce qu'on appelle des gens qui l'estomac, tous ces systèmes, que ce soit enzymatiques, hépatiques et tout ça, on peut faire des conférences d'1 heure dessus, hein, c'est tellement complexe, c'est tellement extraordinaire que c'est passionnant. Mais par exemple, l'estomac, les gens qui ont une gastrite, on se dit, une gastrite, j'ai mal à l'estomac, des douleurs brûlantes, et ça, et puis après, un homéopathe il va aller faire sa répertoriation, et c'est très bien, j'en fais aussi. Mais tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est en fait l'acidité gastrique? Et l'acidité gastrique, tous les gastro-entérologues vont vous donner des antiacides ou des inhibiteurs de pompe H+. D'accord? Donc, en fait, l'idée de l'acidité gastrique, c'est H+, Cl-. D'accord? C'est la biochimie. Hein? Okay. Donc, et là, si je vous ai mis un bicarbonate HCO3, c'est que ça et ça fait de l'eau, ça permet de digérer et de tamponner tout le système digestif. Donc, H+Cl+, on dit, tiens, il y a trop d'acide. Donc, trop d'acide, ça veut dire quoi? C'est que c'est trop acide et que ça détruit la muqueuse intestinale. Or, en fait, la destruction de la muqueuse intestinale, c'est pas grave. C'est juste pour les histoires que je vous dirai après. Ok, donc le dealer, donc là, vous avez une muqueuse intestinale, d'accord? Et ici, vous avez ce qu'on appelle le suc gastrique, qui est composé d'acide chlorhydrique, d'accord? Et plus votre suc gastrique est concentré, plus votre acide chlorhydrique est diminué, plus votre pH est augmenté. Plus votre acide chlorhydrique est augmenté, plus le pH est diminué, et vous avez donc un pH de 1 à 2. D'accord? Donc là, vous avez un estomac qui fonctionne bien. D'accord? Si vous avez du stress,
Si vous avez mangé buvez du café, si vous buvez du thé, si vous prenez trop de chocolat, si vous prenez trop d'alcool, tout ça, vous allez avoir votre sucre gastrique va augmenter. D'accord? Alors évidemment, quand votre pH 1,2 est là, vous avez un pH très acide, c'est hyper acide, hein. C'est absolument démoniaque. Donc vous avez une super muqueuse gastrique qui est là, parce que votre organisme il dit bah, c'est hyper acide, donc je me protège. Si vous commencez à faire tout ça, vous allez avoir un HCl, donc vous allez avoir surtout un suc gastrique, excusez-moi. Hop, on va y arriver. Vous allez avoir un suc gastrique qui va devenir beaucoup plus gros, donc une quantité de liquide gastrique plus importante. Donc vous allez avoir un HCl qui, lui, va diminuer, donc un pH qui va passer à 3. Et à partir du moment où le pH est à 3, le pH est beaucoup moins acide, donc l'organisme dit j'ai plus besoin de protéger ma muqueuse, et la muqueuse elle est comme ça. Mais seulement le pH à 3, il est très acide, et donc gastrite, inflammation. Ça s'appelle l'hypochlorhydrie. Et donc les inhibiteurs de pompe et les antiacides et tout travaillent sur ce problème de la muqueuse. Donc en fait, au lieu de travailler sur augmenter l'acidité de l'estomac pour que l'organisme se protège sa muqueuse, ils empêchent l'acidité de l'estomac. Donc, c'est mal barré. Ils sont toujours sur les pompes, hein. Ça ne marche pas. Mais voilà. Donc, l'idée, par exemple, tout simplement pour ça, hein, c'est citron. Et après, je ne vous parle pas de nourriture, mais quand même. Citron, cidre, vinaigre de cidre. Et bicarbonate de soude, 3 francs 6 sous. Ok, pas besoin d'acheter des médicaments pour que, si vous voulez, un bicarbonate de soude, un citron, c'est tellement basique que le corps va réagir en disant purée, c'est tellement basique, je te fais de l'acide, et comme il va faire de l'acide, il va diminuer son sucre gastrique pour augmenter sa date, et à ce moment-là, protection de la intestinale. Donc en fait, il faut comprendre que dans le système, et que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est miroir contre miroir, miroir opposé, miroir inverse, et miroir comme ci, miroir comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours regarder les choses de manière holistique et totale pour essayer de comprendre ce que c'est la santé. Et à partir de ce moment-là, on peut peut-être commencer à essayer de soigner les gens. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc voilà, les aliments, donc ça je vous dis, cholécystine, donc on met tout en bas de combat, tout se digère, c'est génial, on mange bien, on suit tous les conseils de tous nos amis nutritionnistes et compagnie, et ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et on va donc aborder un sujet qui est, voilà, pour avancer un peu, pour essayer d'aller plus bas dans la chose, c'est qu'on va commencer à se dire, tiens, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation? Alors, moi, quand j'ai mes patients qui viennent me voir et que je commence à discuter, alors ils viennent me voir pour l'homéo, pour je ne sais pas quoi, et puis je leur dis, mais vous prenez quoi au petit déjeuner? Alors, ils disent, ben, on prend le pain de mie, sa confiture, son beurre, sa confiture, son café, pas trop fort, son thé, voilà, ça va, voilà, parce que tout ça, on peut en parler, ça va, est-ce qu'il faut prendre un thé allongé ou est-ce qu'il faut prendre du café serré, ou mieux prendre un café serré qu'un café allongé. Le café italien est nettement meilleur que le café, enfin meilleur au niveau de la santé que le café allongé. Voilà. Donc on pourrait tout prendre comme ça, voilà, le thé, c'est plutôt un thé allongé qu'il faut prendre dans toute la journée que plutôt un thé serré. Bon, donc voilà, mais on ne va pas parler de tout ça, mais on va parler donc simplement qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, et voilà. Et donc vous prenez des gens qui se disent, voilà, qui se pensent bien portants et qui pensent bien manger, et puis vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font comme petit déjeuner. Et là, ils vont vous dire, bah, moi je prends donc ma biscotte, de temps en temps du beurre, enfin de temps en temps je mets un peu de confiture, mais non, j'ai arrêté la confiture, je prends du miel, et puis blablabla, et puis vous prenez quoi au déjeuner? Bah, je prends, je sais pas, du riz, des pâtes, et puis je prends mon yaourt, je sucre pas, je prends mon café, et puis à 4 heures, je prends un petit truc, et puis quand vous faites le discours, quand vous examinez, parce que moi j'ai examiné un certain nombre de patients du rapport de ce qu'ils mangeaient. D'abord, moi personnellement, je suis un peu mince, mais
Alors, je ne mange pas beaucoup, soit même beaucoup moins que tout le monde, mais je trouve ça aberrant ce qui est tous les jours. Quantité, le volume de l'alimentation que je mange. Et ça, ça va encore une chose. Mais surtout, c'est que finalement, quand vous regardez, je n'ai pas fait le tableau, hein, mais quand vous regardez ce qu'ils mangent, vous pointez, ça c'est du sucre, 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 ça c'est du sucre. Bon, alors, vous pensez que vous mangez bien, parce qu'en fait, ils ont mangé du sucre non-stop. Alors évidemment, une pomme, c'est du sucre, la fraise, c'est du sucre, le pain, c'est du sucre, le riz, c'est du sucre, les pâtes, c'est du sucre, la pizza, c'est du sucre, l'alcool, c'est du sucre, tout est du sucre. Donc, c'est pas nouveau, enfin, pour moi, c'est pas nouveau, mais pour eux, ils pensaient qu'ils mangeaient bien. Non, mais ils mangent, comme ils mangent déjà trop, ils mangent évidemment trop de sucre. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on mange trop de sucre? Et c'est le cas de la moitié des gens ici et un tiers de la population générale, parce que ça aboutit à un phénomène. Alors, quand on mange trop de sucre, en fait, eh ben, donc, tout le processus se met en route. Et puis, à un moment donné, eh ben, il y a un peu trop de glucose. Alors, par exemple, le fameux, ce que j'adore à la télé quand je la regarde, c'est les... D'ailleurs, plus du tout d'ailleurs pour ça, c'est les petits déjeuners dans les pubs à la télé. C'est le Nutella, le jus d'orange, le fromage Beans et je ne sais pas quoi qui est... et donc, ce n'est que du sucre. Voilà. Et donc, sachez-vous, si vous avez des enfants ou des gens, simplement, la première chose qu'il faut que vous appreniez à vos gosses, c'est arrêter de bouffer du sucre le matin parce que vous allez être pété de la tête pendant toute la journée. Parce que le sucre induit du sucre, qui induit du sucre, qui induit du sucre, c'est l'addiction au sucre. Ce qui est la pire des addictions du monde actuellement, c'est le sucre. Parce qu'on a dit que les lipides n'étaient pas bons, le cholestérol n'était pas bon, donc tout le monde, ils se sont tous jetés sur le sucre, donc tout le monde bouffe du sucre. Ils en foutent partout, ils en foutent dans le pain mie, bon, il y a le pain mie, c'est extraordinaire. Enfin, voilà, on a regardé avec Catherine les index glycémiques. Vous avez un truc très simple, vous regardez index glycémique, aliment index glycémique sur Internet, et vous allez comprendre ce que c'est. Vous allez, voilà. Et donc, l'idée, c'est d'arrêter de manger du sucre. Donc, arrêtez de prendre le petit déjeuner qui est à la télé et qui vous dit, c'est vachement bon. Vous avez le pain de mie, vous avez la confiture, le Nutella, le fromage frais et le jus d'orange. Le jus d'orange, c'est le pire, parce qu'évidemment, tout le monde prend son jus d'orange le matin, c'est frais, c'est bon. C'est le pire parce qu'il fait, le problème, c'est qu'il va faire des pics d'insuline. Des pics d'insuline. Et ça, le pic d'insuline, c'est le truc qui tue tout, voilà, et qui va aboutir à des maladies absolument gravissimes. Donc, tous ces sucres déviés, ces sucres dérivés, voilà, vont faire que petit à petit, finalement, comme on sait qu'il y a ce qu'on appelle une homéostasie, un équilibre général, c'est-à-dire que, par exemple, le pancréas, je vous l'ai dit, il a une fonction endocrine, c'est-à-dire qu'il s'occupe de tout ce qui est le glucose, donc l'insuline, le glucagon, et puis une autre, peut-être quelqu'un le sait, je ne sais pas, il y a une troisième hormone qui est particulièrement par rapport à au glucose, et puis il y a une fonction exocrine, c'est tous les enzymes pancréatiques, toutes les bicarbonates que j'ai mis là, je vais mettre là, donc tous les enzymes, les lipases, colipases, amylases, trypsine, chymotrypsine, tous les enzymes qui permettent de digérer les aliments, d'accord? Et il y a une compétition. Il faut savoir que la fonction endocrine, c'est 10% du pancréas. La fonction exocrine, c'est 90%. D'accord? Mais quand vous avez 10%, enfin, quand vous avez 11% ou 12% de la fonction exocrine, endocrine, pour sécréter de l'insuline, voilà, vous avez une diminution des enzymes pancréatiques. Il y a toujours un équilibre. Le pancréas ne peut pas faire des enzymes pancréatiques, plus de l'insuline. Il y a un moment donné où l'insuline, s'il y a besoin d'insuline parce qu'on mange trop de glucose, il va y avoir une diminution des enzymes pancréatiques. Et s'il y a des diminutions des enzymes pancréatiques, donc toute la chaîne va se déglinguer, on se déglingue. Le pire, ça va être qu'il ne va pas y avoir de digestion donc, des protéines, pas de digestion des lipides. D'accord? Puisqu'en fait, tout est porté sur les glucides, pour digérer les glucides par l'insuline. Okay. Donc, au niveau de l'intestin grêle, tout va toujours se passer, mais il va y avoir des déchets, ce qu'on appelle des déchets. C'est-à-dire que ces déchets, ils ne peuvent pas être bien métabolisés, ils ne peuvent pas être bien absorbés, et ils vont arriver au côlon. Voilà.
Alors ici, je pense que vous avez compris qu'ici, c'est la bouche, l'estomac, ici, l'intestin grêle, ici, le côlon, le gros intestin, d'accord? Et donc, quand l'intestin grêle, il va essayer de digérer, d'améliorer l'assimilation de tous ces lipides et peptides mal digérés, mais en fait, il ne va pas y arriver. Et donc, ça va arriver au niveau du gros intestin, où se trouve une grosse partie de la flore intestinale, et où surtout se trouvent deux parties très importantes, ce qu'on appelle le côlon ascendant et le côlon descendant. Pourquoi ces deux parties très différentes? Parce que dans le côlon ascendant, vous allez avoir ici, j'ai mal ici docteur ou j'ai mal ici docteur, c'est pas pareil. Je pète, ça sent bon, et je pète, ça sent pas bon, c'est pas pareil, parce que c'est deux systèmes complètement différents. Vous avez ici la flore de fermentation, qui est principalement s'occuper de tous les déchets de cellulose, de glucides et de cellulose et glucides mal digérés. Et puis ici, vous avez la flore de putréfaction, et c'est la flore qui va particulièrement s'occuper de tous les déchets peptidiques, protéines mal digérés. Donc, à partir du moment où vous mangez trop de sucre, vous ne digérez plus les peptides, les enzymes pancréatiques, peptidase et compagnie diminuent, donc ne font pas tout leur boulot. Les lipides diminuent, ne font pas tout leur boulot. Le glucose est mieux absorbé, mais de toute façon, on va voir que dans les glucides, il y a un truc que j'ai mis ici. Dans les glucides, ici, vous avez glucose, galactose, comme je vous ai dit, c'est-à-dire tous les sucres sont par les enzymes transférés en glucose et galactose, mais il y a ce qu'on appelle les résidus digestifs glucidiques, ce qu'on appelle la cellulose. Les fibres de cellulose ne sont pas digérées dans tout le tube digestif, ils vont être digérés que dans cette flore de fermentation. D'accord? Et ça va nous donner ce qu'on appelle les gaz peu odorants ou odorants, mais qui ne gênent pas. C'est les gaz, ça sent, t'as pété, c'est pas grave. L'autre, il pète en putréfaction, tu pues, c'est dégueulasse. C'est deux histoires différentes. C'est deux mondes. C'est deux mondes, hein. Il y en a à droite et à gauche. C'est fondamental. Donc, en fait, pour avancer, ce qui est intéressant, c'est que donc, quand on a mangé trop de sucre, ici, il va y avoir une arrivée de peptides non digérés qui ont mal été métabolisés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La flore de putréfaction se met en route pour essayer d'assimiler ces peptides et il va y avoir création d'une déviation de la flore. D'accord? Et cette déviation de la flore va créer la constipation. D'accord? Donc, on bouffe du sucre, on est constipé. On bouffe du sucre, on va faire des candidoses, on bouffe du sucre, mais on est constipé. Okay. Et on est constipé, c'est pas grave. Le nombre de patients que je vois constipés ou de patients et d'enfants constipés depuis la naissance, il faut savoir que, on verra ça tout à l'heure, si je suis trop long, il faut me dire. Je n'ai aucune idée de l'heure. 9h25. C'est bien, merci. Il reste 7 minutes. Okay. Donc, la flore de putréfaction va se développer et de manière plus importante pour digérer ces peptides. Et donc, à partir du moment où c'est toujours, on est en homéostasie, je vous ai dit, c'est toujours un équilibre, il faut que ce soit un équilibre parfait. Si l'endocrine est trop grosse, l'ésocrine baisse, il faut toujours qu'il y ait un équilibre, on ne peut pas augmenter le truc. Donc, la flore de putréfaction va augmenter, la flore de fermentation va diminuer, illico. D'accord? Et la flore de fermentation augmente, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, ça pue, on a des gaz, oui, mais il se passe qu'il va tout d'un coup y avoir, j'avais mis dans le microbiote, je ne sais pas où j'ai écrit, c'est le microbiote, ici. Alors, le microbiote, voilà, en fait, à partir du moment où on arrive déjà dans la bouche, hein, dans la bouche, j'avais noté en tout petit, non, mais je ne l'ai pas noté, bah, bravo. Ok, donc ici, dans l'estomac, vous avez 10 puissance, donc vous avez entre 10 000 et 100 000 micro-organismes par gramme, d'accord? Ici, vous êtes à 10 puissance 6, donc c'est 1 million à 1 milliard de micro-organismes par gramme, et par gramme. Ici, vous arrivez ici dans le côlon descendant à 10 puissance 12, donc vous êtes à 1 trilliard, à 1 bitrilliard de micro-organismes par gramme. Donc, et là, vous êtes dans l'anus à 10 puissance 12 à 10 puissance 14 de micro-organismes par gramme. D'accord? Donc, tous ces petits grammes de micro-organismes, en fait, ça s'appelle le microbiote intestinal.
Ce microbiote intestinal est formé de la flore, ce qu'on appelle la flore probiotique. Donc, tout le monde entend parler actuellement des fameux « est-ce que tu prends des probiotiques? Est-ce que tu prends des probiotiques ?» Donc, voilà, pour les flores probiotiques, 99% de la flore du microbiote intestinal est composée de la flore probiotique. Donc, c'est les bifidobactéries, les lactobacillus, et après, vous avez des scieries, une quantité comme ça, je ne peux pas vous dire combien, mais voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la flore commensale, donc c'est la flore neutre de l'intestin, donc de tout, hein, parce qu'évidemment, ça commence, il n'y a pas de dentiste ici, mais la flore commence évidemment ici, et tout ça. Donc, c'est des flores qui évoluent, qui sont différentes selon leur afflux. Et là, vous avez 0,9% de la flore probiotique. D'accord? Le microbiote est composé d'une flore neutre commensale qui, elle, ne bouge pas. C'est des protozoaires, des bactéries, des champignons qui, eux, ne bougent pas. D'accord? Et puis, vous avez la flore fluctuante, qui est la flore, voilà, qui, elle, est 0,1%. Donc, c'est pas beaucoup, hein, il ne reste pas grand-chose. Et elle, alors, c'est les Clostridium, les Escherichia coli, la candidose, enfin, d'autres champignons et tout ça. Et puis, ça ne doit pas bouger. Si ça bouge, par exemple, on a bouffé trop de sucre et quand on est constipé, la flore de putréfaction va augmenter. Donc, modification du microbiote intestinal et le pataquès commence. D'accord? Les gros pataquès à la fin. Donc, évidemment, si vous êtes constipé pendant une semaine parce que vous avez été à Haïti et que vous ne voulez pas faire caca dans les chiottes là-bas, je le comprends. Mais c'est la constipation sur des années. J'en parlais tout à l'heure à une personne comme ça. Je disais, quand on est constipé plus de 15 ans, il me disait, mais ça m'intéresse votre conférence. Parce que, voilà, donc, les gens qui sont constipés, je ne comprends pas, mais voilà, ils font pas personne ne s'occupe de ça. C'est ça que je ne comprends pas. Et donc, à partir du moment où l'équilibre est tenu, tout se passe bien, l'homéostasie, ce qu'on appelle l'équilibre. À partir du moment où vous avez une flore de fermentation de putréfaction, excusez-moi, qui commence à augmenter, qu'est-ce qui se passe? La flore fluctuante, ici, va se modifier. Et donc, vous allez avoir des Escherichia coli, parce qu'on dit toujours les Clostridium, les Escherichia coli, tout ça, les candidoses, là, tu as une candidose, on a tous des champignons, on a tous des Escherichia coli, on a tous du Clostridium, mais aussi on en a, mais pas du mauvais. Bon, enfin, voilà, on a des milliards et des milliards et des milliards de micro-organismes différents. Donc, en effet, il faut savoir que on a à peu près 10 fois plus de micro-organismes dans notre intestin que sur tout notre corps dont on a de cellules. Donc, nous ne sommes que de la bactérie, en fait, que du micro-organisme. Donc, quand la flore de putréfaction commence à augmenter, vous allez avoir donc certaines apparitions de micro-organismes qui vont se développer pour essayer de lutter contre la constipation et puis aussi de se trouver, ils vont augmenter. Alors, vous avez par exemple plusieurs choses qui se passent. C'est qu'en fait, la flore donc, de putréfaction augmente, donc vous avez sécrétion de polyamines. Les polyamines, donc pour essayer, parce que en fait, il faut savoir que quand vous êtes constipé, tout ce qui s'est passé, je vous ai complètement zappé le truc bien. Ici, la détoxination et l'élimination par le foie. En fait, tout ce qui passe ici, l'intestin, excusez-moi, je reviens sur un truc fondamental, tout ce qui passe de l'intestin grêle va aller pour les glucides et je vous avais dit, et les protéines, voir dans le foie, et les autres, et les lipides, ça va dans le système dans la voie lymphatique. D'accord? Tout ce qui arrive dans le foie est détoxiqué. Donc, vous avez deux phases importantes du foie. C'est vraiment l'usine. Hein. Vous avez la phase d'hydroxylation, qui est la première phase. Donc, on hydroxyle tout ce qui arrive d'acides aminés, de petits glucides et tout. Et puis après, vous avez la détoxylation hépatique, parce qu'en fait, il arrive aussi au niveau du foie des toxines, des cochonneries, des trucs qui arrivent par la voie sanguine. Et donc, la détoxylation, c'est la phase 2 qui permet de conjuguer ces molécules qui sont hydrolysées et qu'on va essayer de jeter à la poubelle. Okay, donc, le foie va jeter à la poubelle, soit par les selles biliaires, ici par la vésicule biliaire, soit par les urines, toutes les toxines qu'il a réussi à métaboliser, à limer à la poubelle. Et évidemment, ces selles biliaires qui sont stimulées à chaque fois, ce qu'on appelle la chasse biliaire, qui sont stimulées par ce que vous mangez, repartent dans la circulation.
D'accord? Et donc, toutes ces toxines qui sont là, du foie, repartent dans la circulation. Donc, quand tout se passe bien, ben, ça va bien. Mais quand ici, vous arrivez au fond du bocal et que c'est constipé, eh ben, il reste là. Toutes les toxines restent là. Et donc, qu'est-ce que fait l'organisme? Et ben, les bactéries, ils vont attaquer ces molécules, hein, puisqu'il faut essayer de faire un passage. Donc, les toxines qui ont été là vont repasser dans la circulation sanguine et vont repasser dans le foie pour être redétoxiné. Et hop, on est toujours constipé. Et ça redétoxine. Et ça redétoxine. Donc, les insuffisances hépatiques sous-jacentes, vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire votre foie bosse pour détoxiner, mais de toute façon, la toxine, elle revient toujours dans le cerveau. D'accord? Et entre autres, comme toxines, vous avez les polyamides qui apparaissent ici. Et les polyamides, bon, c'est cancéreux, tout le monde sait que vous avez des régimes sans polyamides. Attention, si vous avez un cancer, ne mangez pas de polyamide. Et bien, simplement d'être constipé, vous faites de la polyamide à fond la caisse dans votre organisme. Donc, c'est bien quand ça dure une semaine, mais après, on se pose des questions. Ensuite, quand vous avez une fleur de putréfaction qui a augmenté, vous avez des Escherichia coli qui ont un certain nombre d'intérêts. Je ne sais pas si j'ai tout ça là. Les Escherichia coli, donc, ce sont des bactéries qui ont une activité spécifique de destruction de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur au niveau du cérébral. D'accord? Donc, cette destruction de sérotonine au niveau du côlon descendant va faire que vous allez avoir une molécule qui s'appelle l'indocylsulfate. C'est pour ça que c'est très chimique, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous dire un peu tout ce que ça peut. L'indocylsulfate va aller au niveau du foie. Le foie, entre autres, s'occupe de la thyroïde et de la T4 libre, T3 libre. Donc, on étudie toujours les T4. Enfin, on n'étudie jamais, les médecins n'étudient jamais les T4, T3 libres et TSH. On étudie toujours la TSH. Mais si on étudie les T4 et les T3 au niveau spécifique, vous avez donc cet indocylsulfate sécrété par les Escherichia coli dû à la constipation, vont aller au niveau du foie, vont inhiber la transformation de T4 en T3. Le T3, c'est l'hormone thyroïdienne qui est active. Donc, vous avez une augmentation d'un T4, une diminution du T3, une augmentation du TSH, et tout le monde le dit, hypothyroïdie. D'accord? Or, vous savez qu'un des symptômes cliniques les plus fréquents de l'hypothyroïdie, c'est la constipation. Mais est-ce que ce n'est pas la constipation qui crée l'hypothyroïdie? Ça, j'ai jamais vu ça, mais pourtant, c'est carrément physique, c'est physiologique, c'est la santé, on le sait. Donc, la constipation crée l'hypothyroïdie. Voilà. Ensuite, vous avez les Escherichia coli ont un facteur ont une gluconoridase. Certains, alors c'est toujours les Escherichia coli, c'est une famille, hein, c'est pas, il y a un. Donc vous avez, ils sont ce qu'on appelle les Escherichia coli glucuronidase, je ne sais pas quoi, plus. Et donc, en fait, ils ont un enzyme qui est la glucuronidase. Et dans ce petit problème du foie, ici, vous avez ce qu'on a dit, une hydroxylation et une conjugaison. Une conjugaison, c'est la méthylation, la sulfatation et la glucuronidation. D'accord? C'est-à-dire que pour conjuguer les toxines et tout, le foie va soit faire de la méthylation, soit la sulfatation, soit la glucuronidation. Ça passe dans les selles biliaires, ça arrive ici. Et ici, donc, vous êtes constipé, vous avez un Escherichia coli qui a une glucuronidase qui va attaquer les toxines glucuronidées du foie et il va y avoir une libération d'estrogène et à ce moment-là, vous avez une hyperestrogénie relative, c'est-à-dire ces femmes qui ont des tas de symptômes, vous connaissez, je ne vais pas vous faire un topo, et donc vous avez une hyperestrogénie relative due à la constipation. Voilà. Et ensuite, la dernière fonction du système digestif, c'est la défécation. Je ne l'ai pas dit, mais c'est partie du tableau, donc il faut le dire. Ensuite, on a ici, avant la dernière, vous avez la protection immunitaire et le microbiote intestinal. Donc, on a parlé un peu du microbiote, d'accord? Et je vais essayer de vous en parler un peu plus. Alors, il faut savoir que oui, alors, par rapport à, si vous voulez, le côlon descendant, tout ça, bah, la perturbation, dès que vous avez une inflammation du côlon, eh ben, vous avez donc une perturbation, vous avez donc
des perturbations, entre autres, sur ce qu'on appelle les joints serrés. Donc, vous avez ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Donc, vous avez entendu parler des intolérances alimentaires, de perméabilité intestinale. Et donc, ça engendre des maladies, style maladie au tubule, mais on va revenir là-dessus. Vous prenez des antibiotiques, vous allez avoir une oxydation. Les antibiotiques agissent par oxydation des bactéries pathogènes, mais en même temps aussi des bactéries probiotiques. Donc, vous allez avoir une dégradation des probiotiques, enfin de ce qu'on appelle une dysbiose, hein, donc un déplacement du microbiote. Donc, ça peut reprendre les antibiotiques. Vous allez prendre de la cortisone, vous allez prendre des hormones, quelles que soient les hormones, vous allez immédiatement agir sur le facteur de fermentation, puisque celle-ci est remplie de candidats, est remplie de 0,00002% des candidats, mais quand 0,2% des candidats est équilibré, tout se passe bien. Quand vous passez à 0,4%, c'est la pagaille. C'est-à-dire que c'est absolument insensé. Cette homéostasie du microbiote fait que la moindre petite chose peut devenir une catastrophe. Et donc, on peut rentrer en candidose intestinale. Donc, on dit, les gynécos en candidose vaginale, soit les candidoses vaginales, soit les candidoses intestinales. Et donc, il faut savoir que les candidoses ont une particularité. Ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent d'hormones, ils se nourrissent de cortisone et ils se nourrissent de sucre. Donc, on revient toujours à l'oule, non pas le loul et le loup, c'est l'œuf et la poule. Qui mange trop de sucre n'a-t-il pas une candidose intestinale? Ou qui a mangé trop de sucre a développé une candidose intestinale? Ça va être un grand approche thérapeutique, très difficile à discerner, mais de toute façon, il faut la traiter. Mais c'est pas mal de savoir ce qui se passe, qui a fait qui. Et puis, après, vous avez les émotions. Par exemple, les émotions, vous êtes stressé, un stress comme ta patiente, un stress comme ta patiente, qui, je te ferai remarquer, et j'aurais aimé une question à répondre à la cola, c'est, mais elle était toujours constipée, ta patiente, ou pas? Non. Tu n'as pas dit. Voilà, mais si tu as dit, parce que tu as dit qu'elle était constipée. Je suis tac. Elle était plus constipée. Voilà. Donc, des émotions importantes qui durent, qui sont stressantes, des contrariétés, des trucs qui sont ruminants et tout. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le cerveau, il travaille, on ne dort pas, on bouffe du glucose. Et si on bouffe du glucose, il faut manger du glucose. Et si on mange du glucose, on revient toujours au même truc, problème de constipation ou problème de nourriture du candidose. Et de toute façon, que ce soit la fermentation qui augmente due à une alimentation trop riche de sucre ou à une alimentation ou une fermentation qui augmente suite à une alimentation trop riche ou d'autres choses, de toute façon, l'idée, c'est de rester équilibré. Donc, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est psychique, tout ce qui est tout ça, peut donner des problèmes de constipation ou peut donner des problèmes de côlon ascendant. Tout ce qui est, donc, Niki, on a vu, c'est les inflammations, les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc, maintenant, on met tout dedans, hein, les colites intestinales, les colites les colites. Et puis, ici, les médicaments, on en a parlé, les polyamines, on en a parlé, ça, on en a parlé. Tchop, hop, vous avez marre? On arrête? François, il est un peu plus. Oui, plus ça tire. Alors, c'était simplement ça, je vais vous faire très court, mais c'était pour. Parce qu'en fait, tout ça vous fait comprendre que j'ai abordé un certain nombre de choses. Et donc, je voulais simplement vous parler d'une dernière chose, mais on en reparlera plus tard. C'est donc du microbiote intestinal dont je vous ai parlé, d'équilibre, il fait que ça toujours comme ça, on est constipé, ça fermente, ça pue pas. OK. Mais on a mal au bide, on a pas mal au bide. OK. Et alors, le microbiote intestinal, en fait, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a plus de 20 ans, 25 ans, donc c'est relativement très récent dans la médecine, et on n'est absolument pas, on ne connaît rien du tout, hein, on approche, on évolue, et c'est tous les jours des recherches, et tous les jours
des types, enfin, des dizaines de types qui se mettent sur telle molécule du microbiote intestinal. On essaye toujours en médecine de serrer. On arrive à trouver des choses. Mais après, c'est bien d'avoir un regard un peu plus grand. Et le microbiote intestinal, je vais vous dire, donc, il a des fonctions anatomiques, physiologiques. Donc, il s'occupe du volume du bol digestif, il s'occupe du transit intestinal, la taille des villosités de l'intestin grêle du côlon. Il a une fonction métabolique et nutritionnelle. Donc, ça, c'est les micro-organismes, je vous ai dit, hein, des milliards de grammes dans notre sang. Il s'occupe des synthèses de vitamine K, d'accord? Dans la vitamine K, ça s'occupe de la coagulation sanguine, ça s'occupe du transport du calcium dans l'os. Ça s'occupe de la synthèse de la vitamine B8, c'est les cheveux, la peau, les métabolismes glucidiques et les protéines. Ça synthèse la vitamine B12, qui est spécialement spécifique pour le système nerveux central, d'accord, et le sang et les globules rouges. Vous avez ensuite, vous avez ici, donc la vitamine B12 aussi s'occupe de la vitamine B12, de l'homéocystéine. L'homéocystéine, c'est vraiment c'est le facteur de risque cardiovasculaire au niveau de l'organisme. C'est-à-dire que tous les autres facteurs, alors c'est jamais demandé par un médecin, hein, mais l'homéocystéine au niveau sanguin est le facteur de risque cardiovasculaire qu'il faut demander si vous voulez savoir comment est votre patient. Et c'est lui, alors vous avez par exemple dans l'homéocystéine, bon, après on va faire tout ça. Ok, ensuite vous avez dégradation des glucides, des peptides, et vous avez producteur d'acides gras à courte chaîne. Alors là c'est nouveau, ça sort. Ça fait partie des nouvelles recherches qui sont dans la tête de certaines personnes. En fait, ces acides gras à courte chaîne, par l'intermédiaire de l'acide butyrique, sont sécrétés au niveau de la flore intestinale et pourraient avoir un effet cancer par des systèmes de fermentation, des choses comme ça. Il y aurait un effet cancer. Donc, ils sont tous en train de faire l'acide butyrique à fond. Voilà, mais bon, c'est simplement la flore intestinale qui fait ça. Ensuite, vous avez des défenses anti-infectieuses. Donc, vous avez la maturation du système lymphoïde intestinal avec les plaques de PR. Vous avez les productions des immunoglobulines A sériques. Donc, on cherche, par exemple, quand vous avez des intolérances alimentaires, vous avez des tests d'intolérance alimentaire à IgA, des tests d'intolérance alimentaire à IgG, selon. Voilà, et donc, c'est ce qu'on appelle des IgA sécrétoires et qui permettent, si on fait de la biologie, évidemment, d'avoir une idée un peu sur les sécrétions et sur l'inflammation des muqueuses digestives, simplement avec ces. Et puis après, vous avez la pression immunitaire. Il faut savoir que 80% du système immunitaire se fait dans ce microbiote. C'est-à-dire toutes nos défenses immunitaires se font dans ce microbiote. D'accord. Comme nous disons, tout ça, c'est des informateurs, mais c'est là où on construit tout. D'accord. Et nous avons tout ce qui est la maturation immunitaire. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle un CD4 naïf, ce qu'on appelle un TH0. Voilà. Alors, ça va se transformer en TH1 selon, évidemment, que votre microbiote est en forme, pas en forme, est dévié, pas dévié, est constipé, pas constipé. Donc, tout ça fait que votre micro-organisme est plus ou moins en équilibre. Et s'il est plus ou moins en équilibre, il fonctionne bien. Mais s'il n'est pas en équilibre, évidemment, vous allez avoir telle déviation, un TH2, un TH1, un TH17, un TH0. Et ça, il faut faire de la biologie, il faut le savoir, et de l'immunologie. Et donc, vous avez un TH1 ici, donc ça, c'est l'immunité à médiation cellulaire, donc c'est uniquement des lymphocytes qui interviennent, des lymphocytes T qui vont intervenir. Donc, ça va donner des réponses immunitaires anti-infectieuses et pro-inflammatoires à un type de maladie de Crohn, de diabète, de psoriasis, ici Hashimoto, ici la polyarthrite chronique cumulative, ici le vitiligo. C'est des idées, enfin, je vois à 50, hein, dans le papier que j'ai fait, je vous ai tout dit. Donc, selon si on est TH1 ou TH2, ça, c'est ensemble. Okay. Et si on est TH1, on n'est pas TH2. Si on est TH2, on n'est pas TH1. Donc, l'idée, c'est d'être équilibré TH1, TH2. C'est-à-dire que la flore intestinale fasse bien les TH1 et fasse bien les TH2. Pas plus l'un, pas plus l'autre. D'accord. Et donc, si vous êtes TH2, ça, c'est la immunité avec des sens qu'on appelle humorale. C'est donc toute la production d'anticorps, les lymphocytes B, plutôt les lymphocytes B que les lymphocytes T qui sont là-haut. Et donc, production d'anticorps, entre autres, des productions d'anticorps type IgE, qui sont les anticorps allergiques. Et donc, on va voir toutes les allergies sont des dominants TH2.
D'accord, bon, je ne les ai pas notés, mais urticaire, eczéma, asthme, dermatite atopique, qu'est-ce qu'il y a d'autre, rhume des foins, bise et compagnie. OK. Et puis, vous avez donc les allergies qui sont, voilà, donc les fameux gens qui disent ah, je suis allergique au pollen. Ils ne sont pas allergiques au pollen, ils ont simplement un TH2 dominant. C'est pas la même chose. Et après, le syndrome de fatigue chronique, le lichen, le syndrome de Jorgen, je sais pas quoi, et aussi les tubes stabines, mais il y en a d'autres. Et alors ça, c'est un système. Et puis après, vous avez un autre système qui est le TH. Alors ça, c'était le système qui a été découvert en premier. Ça, c'est découvert depuis peu de temps, je ne sais pas combien de temps, mais c'est quand même assez récent. Donc, c'est ce qu'on appelle le TH-reg et le TH17. Donc, tout ça, ça vient d'une cellule, hein, une cellule qui se différencie selon l'ambiance, en fait. Selon l'ambiance, la première cellule native de vos lymphocytes va aller plutôt se mettre en TH1, plutôt se mettre en TH2, et c'est l'ambiance. Alors, ça revient à vous qui êtes gamins. C'est style, quel type de lait tu lui donnes, est-ce qu'il est passé par voie basse, est-ce qu'il a accouché est-ce qu'il a été allaité, est-ce qu'il a ci, est-ce qu'il a ça, et immédiatement, vous mettez votre gamin dans une déviation qu'il va falloir contrecarrer. Donc, on a des gamins constipés. Voilà. Ensuite, vous avez un TH-reg, donc c'est le maintien de la tolérance immunitaire. Donc, bon, après, j'ai fait plus court parce que voilà. Donc, si les TH-reg sont augmentés, donc ça, c'est en fait des examens de biologie immunitaire qu'on peut faire, qu'on fait, enfin, qui est possible de faire sur vos patients, pas sur mes patients, en fait, et sur les patients des médecins. Donc, si c'est augmenté, ben là, vous êtes plutôt dans des infections chroniques ou des cancers. Si le TH-reg, la tolérance immunitaire, diminue, eh ben, il y a on devient dans une intolérance totale, donc on devient ou maladie auto-immune ou allergique. Donc tout devient l'intolérance, ça veut dire qu'on ne tolère plus rien, donc tout est, on se bat contre tout, donc on fait les maladies auto-immunes, on fait des allergies, parce que tout devient insupportable. D'accord. Et puis là, vous avez le TH17 qui est exactement l'inverse de celui-là, c'est-à-dire que si vous avez une augmentation ici, vous avez l'allergie, maladie auto-immune, et c'est diminution, infection chronique. Et aussi, donc, on voit ici que ici et ici, c'est encore l'homéostasie, c'est encore un équilibre permanent entre deux systèmes qui sont en permanence en train d'être en équilibre. Voilà. Et donc, la santé, c'est l'équilibre. Voilà. Et du coup, toi, quand tu es face à ça, de tout ce que j'ai pu. S'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que. Je fais dans moi. C'est quand tout va dans tout et ouais. Pas trop simplifier les choses parce que ça peut partir sur plusieurs systèmes. Mais toi, face à ça, du coup, tu vas avoir plusieurs réponses. Il n'y aura pas que l'homéopathie. Alors, par rapport à ça, surtout, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est constipé, je vais être très attentif à ses constipations. Chose qu'aucun médecin ne fait. Moi, je suis étonné. Moi, il y a des gens que je vois pour la voilà, je le vois, je ne sais pas si je vais les revoir ou pas les revoir. Je leur dis, mais même si vous ne le revoyez pas, il y a une seule chose en sortant de ce bureau, c'est comprenez que votre constipation, il faut. Plus que vous soyez constipé, au sens endroit, et vous êtes en pathologie totale. Là, ça va, mais vous êtes constipé, donc ça va. Et je crois que c'est pour ça que j'ai fait la conférence là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose où vous pouvez tous, en tant que thérapeute, vous intéresser, vous êtes constipé ou pas. Et si vous entendez, oui, je suis constipé, vous y allez tous les combien. Voilà, il faut savoir qu'une selle, c'est une fois par jour, c'est moulé, formé, non douloureux, et voilà. Et pas difficile. Donc, ceux qui ont des alors, voilà, parce que si tu veux, en homéopathie, alors moi, pourquoi j'ai fait la constipation? Parce que c'est vrai que j'ai envie de prendre tout et n'importe quoi, mais par exemple, en homéopathie, vous avez des rubriques, et moi je pense que c'est dommage parce qu'en fait, il y avait un truc et tu avais une vidéo, mais ce serait intéressant que vous compreniez la répertorisation en homéopathie et l'abord du médecin homéopathe. Donc moi, c'est vrai que quand un patient il vient comme voilà, il y a obligatoirement dans mon questionnement, il vient parce qu'il a un bouton au bout du nez, ou il vient parce que il a envie d'un certificat de sport. Peut-être pas. Mais je vais lui demander s'il est constipé. Je vais lui demander comment sont ses selles, comment il va à la selle, comment ils sont transit. Parce que notre questionnement, en fait, c'est un peu, on est un Sherlock Holmes de la médecine, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher
tous les symptômes X, Y, Z, individuels, originaux, personnels, curieux, bizarres et non dits du patient. Et à partir du moment où on aura ça, on aura peut-être quelque chose de l'image de notre patient. Donc, il faut aller savoir tout. Hein. Quelquefois, on ne pose pas toutes les questions, mais il faut savoir beaucoup de choses. On peut avoir un discret, mais c'est pas la bonne cause. Oui, non, mais c'est vrai que. Voilà. Et c'est vrai qu'aussi, après, les approches homéopathiques sont différentes, parce qu'il y a plusieurs écoles d'homéopathie, et qu'on va laisser la parole à François Maillet, qui va nous parler de la sienne. Ah si, je l'ai bien passé. Petite question. Oui, on donne quoi aux enfants au petit déjeuner? Pourquoi on donne quoi aux enfants au petit déjeuner? Alors, les enfants, c'est grand, c'est vaste. Ça dépend quel âge ils ont. Ouais, il faut éliminer le sucre le souci, parce qu'au petit déjeuner, effectivement, tout est sucre. À part le beurre qui est liquide, c'est tout le reste, c'est du sucre. C'est quoi le petit déjeuner idéal pour des enfants de 10 ans? Alors il faut savoir il faut savoir que, par exemple, tous les TH1, TH2, il y a des régimes spécifiques. Parce que sinon, on parle des aliments. Donc, c'est vrai que tout ça, on peut savoir quel aliment, qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger, et que même dans la réaction immunitaire, si vous êtes dans le système TH1, TH2, il va falloir faire tel régime, tel truc, parce que voilà. Et après, le petit enfant qui mange, tu lui files une tranche de jambon, tu lui files un houmous, tu lui files un œuf sur le plat, tu lui files ce que tu veux. Un déjeuner, parce que c'est le matin avant d'aller. Alors, il faut savoir qu'en alimentation, là, c'est dans une question, je peux t'en parler mais on va le faire court. Le petit déjeuner, c'est le repas du roi. Le déjeuner, c'est le repas du prince. Et le souper, c'est le repas du pauvre. Donc, le petit déjeuner doit être le plus costaud possible et imaginable. Okay. Avec des protéines, parce qu'en fait, pourquoi? Ton cerveau, il se met en route, il a besoin de glucose. Mais la deuxième chose, il y a besoin de neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs, c'est quoi? Des acides aminés. Les neurotransmetteurs, ce sont quoi? Ce sont des acides aminés. D'accord? Donc, si tu ne donnes pas de protéines animales à ton gosse, voilà, s'il n'est pas intolérant aux produits laitiers, ou s'il n'est pas allergique aux produits laitiers, tu lui files un peu de fromage, tu lui files du yaourt, tu lui files. Voilà, et tu ne rajoutes pas de sucre dedans. D'accord. Ok. Il y a plein de choses à bouffer. À part le Nutella, non, mais après, on peut manger des fruits si tu veux au petit déjeuner, mais l'idée, c'est toute la journée. Mais c'est ça, non, mais je suis à la poubelle. Tous les jus sont à la poubelle. Les jus sont à la poubelle d'office. D'office. C'est le pic d'insulinémie le plus important. Quand tu fais le test, tu as déjà combien d'oranges il faut pour remplir ton verre? Quand tu fais le test, tu presses, tu t'aperçois qu'il faut minimum 2 oranges pour remplir un verre moyen. Je ne te parle même pas du grand que tu prends. C'est ce qu'on appelle le. Tu fais 3 oranges le matin, les enfants, je vais vous expliquer un petit truc de nutrition. C'est bon, ça aussi. Je vais faire un truc, je vais de ne pas le sur l'alimentation, parce que sinon on y passe la nuit. Non, c'est ce que je vais de la question. C'est ça. Vous êtes ici, vous prenez votre petit déjeuner ici, vous mangez du jus d'orange, d'accord? Donc le taux de sucre augmente dans le sang. Ok. Hop, on va faire comme ça. Donc ça, c'est la glycémie. Elle part de 0, mais elle part de là. Ça arrive dans le sang. Immédiatement, vous avez l'insuline qui part. Donc, à partir du moment où la glycémie arrive ici, elle va partir. Hop, ici. Ici. Mais comme ici, donc ici, vous avez à partir du moment où l'insuline augmente, la glycémie descend. En fait, j'ai mal, désolé, c'est un très mauvais yo-yo. C'est ici que ça fait. Voilà, la glycémie descend. Là, il est 11h du matin. Votre gamin, il n'entend strictement plus rien à l'école. Il a plus d'une chose, c'est péter la gueule du prof et vous bouffez quelque chose. Là, parce qu'il est en hypo total. Et le problème, c'est que ça arrive là, ici. Mais hop, le repas ou une barre Mars et tout,
Hop, la première chose, il bouffe du pain, il remonte sa glycémie. Voilà, excusez-moi, il remonte sa glycémie. Et la suite, elle n'a pas le temps de redescendre en bas. Hop, immédiatement, il y a une nouvelle glycémie. Et voilà. Et c'est ce qu'on appelle le yo-yo, c'est-à-dire c'est des gens qui se lèvent la nuit pour bouffer. Parce qu'ils sont en hypoglycémie. Ils sont tout le temps fatigués. Ils sont tout le temps faits. Ils sont toujours en hypoglycémie. Et si tu arrêtes ici le sucre, la journée elle est comme ça. Ouais. C'est simple. Et tous les gosses, hein. Moi je suis un nom. Pas de sucre, le poulet, tout ce que tu veux, le cornichon, le saucisson, petit-déj, mais tout ce que tu veux, tu vas. Et le lait, quand même. Non, On a dit qu'on avait fait l'alimentation. Bon, moi, j'aimerais bien que François, tu me dises quelques mots, parce que trois approches différentes, trois façons de voir les patients. Offre-nous un petit teaser, même si. Oui, là, c'est vraiment. Je ne sais pas si vous avez tenu le coup, mais là, c'est vraiment ça y allait. Hein. C'est vraiment entre la répertorisation et après ça, la constipation, il y en a des choses à dire. Hein. C'est frustrant énorme, quelque part. Hein. Bon, alors en ce qui me concerne, je ne vais pas vous faire un long laïus parce qu'il est déjà tard, bon, puis que j'ai horreur de commencer des choses que je ne peux pas finir. Donc, je vous situe à peu près le discours que je pourrais tenir par rapport à ce qui peut vous intéresser. C'est la notion, si vous voulez, des différences humaines. C'est-à-dire, partant de la pensée homéopathique, hein, je pratique l'homéopathie depuis, j'ose même plus le dire, ça me fait honte. Mais voilà, je me suis surtout intéressé à la notion de différences humaines. Alors, juste pour vous donner un exemple, moi, il est un peu amusant. Hein, si vous prenez deux acteurs, qui sont tous les deux le même âge, hein, qui ont 80 ans aujourd'hui, qui sont tous les deux réalisateurs, sont tous les deux américains, Clint Eastwood, Woody Allen. Il faut savoir qu'ils ne se sont jamais parlé. Ils ne s'intéressent absolument pas à l'autre, parce que regardez leurs œuvres, vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Quand vous prenez les histoires de Clint Eastwood, le cow-boy, le solitaire, etc., et l'autre qui se prend la tête sans arrêt avec des problèmes psychologiques et ses problèmes d'abandon, etc., vous voyez, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, des terrains différents. Alors, un terrain en homéopathie, c'est non seulement, disons, une constitution, mais c'est également une façon de voir le monde. Hein, c'est-à-dire que, quand vous parlez, je vais vous donner un terrain au hasard, ce qu'on observe, c'est vrai que très souvent, vous allez le trouver dans les métiers de comptable, dans les métiers d'archiviste, vous voyez, tout ce qui est tranquille comme ça. Vous prenez l'opposé de Psor, vous prenez Médo qui est un terrain au contraire extrêmement expansif dans les affaires, qui fait de l'argent, qui fonce, etc. Bon. Vous voyez, ces deux personnes n'ont absolument rien à se dire. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est de dire comment est-ce que je peux arriver à reconnaître un terrain rien qu'en voyant arriver quelqu'un. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui arrive dans votre cabinet, eh bien, vous devriez pouvoir reconnaître le terrain non pas pour prescrire un remède, mais pour savoir comment est-ce que je vais m'adresser à cette personne-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous posez des questions un peu indiscrètes à un Psor, dont je parlais tout à l'heure, il va être très mal à l'aise parce qu'il est d'une pudeur maladive. Par contre, s'il a des symptômes qu'il connaît par cœur, sa constipation par exemple, qu'il connaît depuis des années, alors là, il devient intarissable sur tous les petits détails, etc. Mais il ne parle pas de lui. Vous ne saurez rien de lui. Comme disait tout à l'heure, ce que j'ai à connaître, c'est le patient en tant que personne, en tant que sujet. Mais le Psor, lui, ne vous dira rien à ce sujet-là. Bon, un autre confrère va s'étaler sur ses symptômes, va vous raconter sa vie. Par exemple, c'est amusant parce que ma femme me demande parfois à quelle heure tu finis. Je dis, j'en sais rien. Quand je regarde mon emploi du temps, je dis, oula, là, je vais terminer beaucoup plus tôt. Donc, pourquoi? Parce que c'est une personne qu'on va dire carbonique, qui donc vous explique son problème en très peu de temps. Vous faites le tour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Posez-moi des questions, réponses, etc. Et c'est réglé. Vous tombez sur la structure inverse, parce que je ne vais pas le terrain, mais là, on parle de structure. Vous prenez les stylistes, qui sont des personnes toutes fines, toutes très sensibles, vraiment très subjectives, qui ont besoin d'être écoutées, besoin d'être comprises, etc. Alors là, le problème, c'est que si vous ouvrez la porte de dire
comment s'est passée votre vie sentimentale, etc. Alors là, on part du premier jusqu'au dernier, on vous raconte toutes les histoires, et pour une raison très simple, c'est que les Silly sont des personnes qui, en racontant leur passé, en jouissent à nouveau. Vous voyez? Et c'est pour ça que là, si vous ne les limitez pas, vous n'en sortez pas. Et voilà, mais en même temps, il faut ménager leur susceptibilité. En même temps, il faut les écouter, sinon elles ne se sont pas comprises, etc. Tout à l'heure, Émilie parlait de la notion d'abandon de Pulsatilla. Mais Pulsatilla est un remède, effectivement, on va dire que c'est un remède féminin, mais en réalité, non. Il y a plein d'hommes qui sont Pulsatilla, mais c'est des hommes dont on va dire qu'ils sont très féminins, justement. Vous voyez? Bon. Donc, c'est là où c'est intéressant de voir que quelqu'un qui est silice, comme je disais, à qui on donne Pulsatilla, c'est assez logique. Quelqu'un qui est carbonique, donc plutôt bien structuré, les pieds par terre, etc., qui a besoin de Pulsatilla, ça veut dire qu'il est en perte d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans son système. C'est-à-dire qu'il n'a plus la capacité de raccrocher avec son centre des réalités, etc. Donc, si j'ai quelque chose à vous raconter, c'est ça, c'est comment arriver à comprendre que l'autre est différent. Alors, je citerai une phrase qui m'a été donnée par une jeune vendeuse de chez L'Oréal, que j'avais formé une équipe de vendeuses aux Philippines, et pour leur expliquer comment reconnaître leurs clients à l'entrée, leurs clientes à l'entrée du magasin. En l'espace de 48 heures, elles étaient toutes capables de reconnaître les 4 terrains, de dire, ah, celle-là, je vais lui parler comme ça, celle-là, je vais lui parler comme ça, celle-là, je vais présenter tel produit, c'est ça qu'elle va aimer, etc. C'était hallucinant. Vraiment une capacité. Alors, je peux vous dire qu'ils n'ont pas un niveau culturel très élevé. Elles parlent anglais, mais c'est tout ce qu'elles peuvent faire. Et donc, à la fin de la formation, je dis, bon, qu'est-ce que vous avez appris? Elle dit, ah, moi, j'ai appris que j'étais moi, effectivement hypersensible. Dès que je parle de moi, je mets à pleurer, etc. L'autre m'a dit, moi, j'ai appris que je suis une fonceuse, etc. Il y en a une qui lève timidement la main et qui dit, ben, moi, j'ai appris une chose. C'est que ce que nous avons tout en commun, c'est d'être différentes. Voilà, c'est la conclusion. Bon, merci à tous. Voilà, je suis ravie que vous ayez pu prendre le temps de montrer l'étendue de vos connaissances et aussi que vous ayez pu rencontrer François, on en avait parlé plusieurs fois. J'en profite, si tu me permets, de faire un peu ta pub parce que j'ai proposé plusieurs fois, mais il y a eu des contretemps avec les raisons sanitaires puisque tu proposes une journée de présentation des terrains et des structures, ce qu'il vient de faire en quelques minutes. On prend une journée et là, on illustre vraiment. Mais moi, je trouve qu'en tant que thérapeute, s'il y a bien un des outils qui m'a le plus servi, c'est ça, c'est d'être capable, même quand on ne prescrit pas, toi tu le sais, tu l'as fait, quand quelqu'un passe la porte, de tout de suite avoir une espèce de photographie rapide, se dire, ah, alors attention, moi je suis plutôt en mode, ah, attention, attention, pas aller dans cette voie-là. Et je trouve que c'est un outil fantastique, même quand on n'est pas homéopathe, même quand on n'est pas prescripteur. Et tout le monde. Tout le monde. Donc voilà, merci. J'espère que vous avez tout retenu. Il y a une interrogation normalement en sortant sur les peptides, les astreintes et les extra-trains. Merci. Prochaine réunion dans un mois. Je n'ai plus exactement la date. 9 juin. 9 juin. Un mercredi. Et pour ceux qui sont très très branchés pédiatrie, c'est donc le docteur Rousselet ORL qui viendra nous parler des phrénotomies, des freins de langue, et pas obligatoirement des phrénotomies, mais bon, comme c'est quand même ce qui fait beaucoup. Voilà, donc c'est un grand privilège aussi. C'est lui qui nous a proposé de venir nous raconter tout ça. Donc voilà, si vous êtes enchanté dans vos pratiques, vous êtes intéressé, ce sera le 9 juin, une soirée frein de langue. Et j'espère Catherine que je suppose que tu prendras la parole pour parler aussi. Oui, ta façon de voir de l'accompagnement. Voilà. Bonne soirée, bon retour à la maison. Ouais. Merci à tous, à bientôt.